Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Samedi Politique. On commence tout de suite avec une nouvelle émission de géopolitique. Poutine est en échec. Ce sont les propos de notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Alors qu'en est-il réellement ? Est-ce que nous avons affaire à une méthode Coué ou à la réalité ? Nous le verrons tout de suite. Quelle attitude aussi de Donald Trump face à Vladimir Poutine ? C'est une question qui se pose ces derniers temps. Et comment lire son rapprochement avec l'Asie? Nous verrons toutes ces questions fondamentales de transformation du monde. Mais avant toute chose, chers amis, n'oubliez pas, sans vous, le succès de cette émission ne peut être assuré. Si vous ne cliquez pas sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement, si vous ne laissez pas vos commentaires juste en bas, si vous ne vous abonnez pas pour arriver bientôt au million d'abonnés, eh bien ça ne peut pas marcher sans vous. Alors je compte sur vous pour votre aide. Il faut nous aider parce que ce n'est pas YouTube qui va le faire. À tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui, Jacques Sapir. Bonjour monsieur. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être à nouveau avec nous pour comprendre tous ces enjeux du monde qui change. Vous êtes géopolitologue, économiste, spécialiste des questions stratégiques et monétaires, directeur d'études de l'EHESS, également membre de l'Académie des sciences de Russie. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages. Je citerai simplement le dernier, si vous voulez bien, La fin de l'ordre occidental aux éditions Perspective Livre. Et bien sûr, c'est disponible sur la boutique de TVL, sur tvl.fr. Alors Jacques Sapir, je l'ai dit dans cette émission, nous allons essayer de comprendre la recomposition du monde à laquelle nous assistons, une recomposition qui a visiblement été accélérée, précipitée et façonnée par le conflit en Ukraine. Aujourd'hui, si l'on s'en tient à la guerre en tant que telle, quelles sont les conséquences de ce conflit sur le plan économique pour les deux belligérants aujourd'hui ? Alors, les conséquences sont dramatiques pour l'Ukraine. Il est probable que le PIB de l'Ukraine a perdu entre 20%, peut-être 25%. De fait, aujourd'hui, l'Ukraine s'est vidée d'une large partie de sa population. Le service des statistiques ukrainien estimait la population au début 2025 à 28,5 millions sur à peu près 42 millions en 2021. Donc on voit, alors il y a des gros départs vers l'Union européenne. Eurostat signale entre 8 millions et demi, 9 millions de réfugiés ukrainiens dans les pays de l'Union européenne. Il y en a à peu près 2 millions et demi à 3 millions en Russie. Et je dis bien de réfugiés. Je ne parle pas là des gens qui ont été naturalisés russes du fait de l'annexion par la Russie des 4 oblasts, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia et l'oblast de Kherson, en tout cas les parties qui sont contrôlées par l'armée russe. Bon. Non, là, ceux qui sont comptés comme des réfugiés, c'est des gens qui ont conservé d'ailleurs leur nationalité ukrainienne. Bon. Donc, il y a ce problème-là. Le fait que l'industrie ukrainienne se fait bombarder depuis 18 mois à 2 ans. Aujourd'hui, il y a des coupures d'électricité constantes. Les Russes sont en train de démolir très méthodiquement la totalité du système énergétique et électrique ukrainien. Ils ont fait... Là, on parle bien des installations civiles aussi, hein. Ce sont des installations qui fournissent à la fois le militaire et le civil. On ne peut pas faire la distinction, si vous voulez. Et c'est vrai dans toutes les guerres. Dans toutes les guerres, le belligérant qui a le contrôle des airs attaque la fourniture d'énergie de l'autre pays. Et ça a toujours été compris comme des attaques militaires, même si effectivement, ça alimente aussi l'économie civile, et ça alimente aussi les civils, les ménages, etc. Bon. On estime aujourd'hui que le système énergétique ukrainien est détruit à peu près à 50%. Alors évidemment, il y a plus de coupures pour la population que pour les entreprises, ce qui là encore est tout à fait normal. Dans un pays en guerre, le gouvernement donne la priorité aux entreprises industrielles, bien, mais ces entreprises industrielles sont elles-mêmes pilonnées régulièrement. Mercredi soir, enfin dans la nuit de mercredi à jeudi soir, il y a eu une attaque massive. Alors pas seulement des drones, là. Pour la première fois, on a compté pratiquement 50 missiles, que ce soit des missiles balistiques, des missiles de croisière, etc., et qui tous visaient des usines militaires ou
des centres énergétiques ukrainiens. Donc voilà, l'économie ukrainienne est en ruine et il ne peut pas malheureusement en être autrement. Après, si on regarde l'économie russe, là la question est plus compliquée parce que l'économie russe, après une très courte récession liée à l'application immédiate des sanctions, est repartie de l'avant. Elle a connu 2 années de forte croissance. Une année à 4,6%, c'était 2023, une année à 4,3%, c'était 2024. Que évidemment, certains commentateurs estiment dopé par l'industrie de la guerre. Oui, en partie, c'est vrai. Il est clair que l'industrie militaire a contribué à cette croissance. Le nier n'aurait pas de sens. Après, de combien ? Et on le voit, et encore plus on le voit maintenant, le développement des industries militaires a représenté à peu près 40% de la croissance. Alors 40% de la croissance, ça veut dire que la croissance, entre guillemets, civile de la Russie, par exemple, a été de 2,5%, 2,6% l'année dernière. C'est très supérieur à ce que l'on a en France, en Allemagne, bon, etc. Cette année, on est face à un ralentissement de la croissance extrêmement important. Et surtout, on voit que ce n'est pas une économie de guerre qui dope la croissance au détriment du reste de l'industrie. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et là, on voit un ralentissement très important. Pourquoi ? Parce que la Banque centrale a monté ses taux d'intérêt très haut. Bon, elle est en train de les descendre. Mais, alors le point important qui n'est pas compris très souvent par beaucoup de gens, c'est que ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel. Autrement dit, le taux d'intérêt moins le taux d'inflation. C'est comme ça qu'on calcule le taux d'intérêt réel. Bien. L'inflation baisse aussi. Donc l'inflation, elle était à 10,5% cet hiver. Elle est actuellement à 8%. Et elle sera probablement à 7% en fin d'année. Bien. Donc, le taux a baissé, mais il est actuellement à 16,5%. Il était à 21% ce printemps. Il est à 16,5%. Mais le taux réel, il reste toujours autour de 8,5-9%. Donc, on a un taux d'intérêt qui est très élevé. Alors, curieusement, ou je dirais paradoxalement par rapport à une économie comme l'économie française ou l'économie allemande, où l'économie ne résisterait pas à des taux réels de cet ordre-là. Ça, c'est tout à fait clair. Les entreprises résistent. Pourquoi ? Parce que les entreprises utilisent très peu le crédit en Russie. La part des investissements en Russie qui sont financés par le crédit, je parle pour les entreprises, c'est entre 11 et 9%. Donc, le crédit n'affecte pas les entreprises du point de vue de la production. Mais ça a un impact considérable sur la consommation des ménages. Bien sûr. Pour 2 raisons. Première raison, c'est que vous n'allez pas prendre un crédit pour acheter une nouvelle voiture quand le coût du crédit réel est de 8,5%. Bon, ça, il était aux alentours de quoi, alors, ce taux avant la guerre ? Avant la guerre, il était de l'ordre de 3,5 à 4%. Okay. Donc, à peu près comme ici. Voilà. Donc là, il a doublé. Bon. Mais il y a une autre raison. Quand les taux d'intérêt sont élevés, les taux d'intérêt sur les dépôts d'épargne sont aussi élevés. Mais oui, bien sûr. Et là, on a des taux d'intérêt réels sur les dépôts d'épargne de l'ordre de 5%. Donc, les ménages qui ont les moyens, par exemple, de s'acheter une voiture, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, il vaut mieux retarder d'1 an le renouvellement ou l'achat de notre nouvelle voiture. On le place sur un compte à terme dans une banque. Cet argent va prendre 5% en termes réels. Bien sûr. Donc, on est bien au-delà de la couverture de l'inflation. Et quand les taux vont baisser, eh bien, on va consommer. Donc, on voit bien que la hausse des taux a contraint la consommation des ménages de 2 côtés. D'abord parce que, quand on prend un crédit, ça devient très très cher, mais surtout parce que ça offre des possibilités d'épargne tout à fait extraordinaires. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette baisse de
la consommation interne, disons, cette baisse de la consommation, en tous les cas de produits manufacturés, parce que tous les produits qui ne sont pas achetés avec des crédits, la nourriture, etc., non, ça continue à se développer. Bien. A entraîné une baisse du PIB de l'ordre de 2,5%. Ce qui veut donc dire que ce 1,5% qui reste de croissance, c'est essentiellement l'industrie militaire. Donc la consommation civile reste au niveau où elle était l'année dernière. Ça aussi, c'est une chose importante. Là, on parle des taux de croissance. Mais quand une économie fait 1,5% de croissance, alors bien sûr, c'est une baisse de la croissance par rapport à l'année dernière, mais ça veut dire quand même que l'économie se maintient et même est un petit peu au-delà de son niveau de 2024. Donc voilà, l'économie va bien, les finances russes vont bien, la balance des paiements est largement positive. Ce qui pose un autre problème, c'est le renchérissement du rouble. Le rouble a pris, par rapport à 2023, pratiquement 25% de hausse. Si on compare maintenant le taux de change réel, il est plus élevé de plus de 10% par rapport au taux de change de janvier 2022. C'est tout à fait extraordinaire. On est dans une situation où un pays qui est en guerre, en réalité, qui est soumis à des sanctions financières considérables, voit sa monnaie s'apprécier par rapport aux autres monnaies. Bon, donc, on va épargner en roubles, alors bientôt. Oui, tout à fait. Si vous voulez, si on pouvait, admettons que l'on puisse effectivement prendre des positions en roubles en France, bon, ce qui évidemment n'est pas le cas avec les sanctions, n'était pas en réalité le cas même avant les sanctions parce que le marché financier russe était très cloisonné. Bon, oui, effectivement, on aurait tout à fait intérêt à prendre des positions. Par exemple, quelqu'un qui aurait acheté des bons du Trésor en roubles, il y a 1 an et demi, 2 ans, il a gagné 25%. C'est mieux que le livret A. Oui, un petit peu. Un petit peu. Donc voilà, ça c'est la situation. Donc oui, il y a une situation qui est, à mon avis, préoccupante pour l'avenir parce que quand les taux vont baisser, il risque d'y avoir une masse d'argent qui va tout d'un coup se déverser sur la consommation. Bon, ce qui veut dire que, sous prétexte de contrôler l'inflation, en réalité, la politique de la Banque centrale n'a fait que de renvoyer l'inflation dans le futur. Oui, l'inflation est en train de baisser actuellement, mais quand il y aura justement cette espèce de baisse... Bon. Et puis, surtout, ça rend la production russe d'objets courants peu compétitive face à la production étrangère. Et on le voit, depuis justement que le rouble est reparti fortement à la hausse, eh bien, le prix des voitures importées, essentiellement de Chine, est resté stable, voire a légèrement baissé, alors que le prix des voitures produites en Russie a monté de manière importante. Donc oui, ça pose malgré tout un problème, mais c'est un problème, je dirais, classique de macroéconomie et qui n'est pas lié à la guerre. Ce que je vous propose à présent, Jacques Sapir, c'est maintenant que vous nous avez fait un exposé très précis de la situation et de l'Ukraine et de la Russie, je vous propose d'écouter Jean-Noël Barrot, donc le ministre des Affaires étrangères que j'ai cité en introduction de cette émission, et vous allez nous dire ce que vous pensez de ce message. Vladimir Poutine est en échec, militairement, économiquement et politiquement. En échec militairement d'abord, parce que depuis 1000 jours, il n'a réussi à conquérir que 1% du territoire de l'Ukraine. En échec économique, puisque l'économie russe s'effondre sous le triple coup de l'effort de guerre que lui impose Vladimir Poutine, des sanctions auxquelles Vladimir Poutine expose son propre peuple, et puis des frappes ukrainiennes qui désormais touchent les infrastructures civiles russes. Alors on a le sentiment que le tableau dressé par Jean-Noël Barrot de la Russie est un petit peu plus lugubre que le vôtre. Oui, tout à fait. Alors, de deux choses l'une. Soit M. Jean-Michel Barrot vit dans un monde étranger, parce que tout ce qu'il dit est faux.
depuis 2 jours, et ça sera, je pense que ce week-end, ça sera complètement terminé, Pokrovsk et Mirovka, qui sont encerclés, seront entre les mains des Russes. Il y a plusieurs milliers de soldats ukrainiens qui sont morts, d'autres qui sont faits prisonniers. Un deuxième grand encerclement est en train de se mettre en place. Cette fois-ci, c'est sur Kramatorsk, Slaviansk. Et des deux côtés, on voit que les Russes progressent par le sud, progressent par le nord, sont en train de prendre ces 2 villes complètement en étau. Bien. Donc, militairement, ça va bien pour les Russes, en réalité. Économiquement, ça n'a aucun rapport avec la réalité. Je suis désolé de le dire. Le ministre, là, ment. Enfin, soit il dit des choses qu'on lui a racontées, et les gens qui lui ont raconté lui ont menti. Il faut changer de conseiller, Voilà, c'est un voilà. Soit il sait bien que ce n'est pas la réalité, et dans ce cas-là, il ment. Donc, c'est ça le problème. Et d'une certaine manière, c'en est gênant. C'en est politiquement gênant, parce que quelle crédibilité peut avoir un ministre des Affaires étrangères qui tient ce genre de propos publiquement? Bon, qu'il le tienne en privé pour remonter le moral de ses propres troupes, passe encore. Mais qu'il le tienne publiquement sur une télévision, devant un journaliste. Que vont penser les autres ministres des Affaires étrangères des autres pays? Quoi? Il est parfaitement incompétent? Ou alors il ment publiquement? Mais il y a un problème de crédibilité majeur qui se pose à ce moment-là. Donc, c'en est, si vous voulez, et je le redis, bon, pas la question que ce qu'il dit n'ait aucun rapport avec la réalité factuelle, mais c'en est gênant politiquement. Parce que quelle crédibilité peut-il avoir quand il va parler à ses différents homologues, qui, eux, savent bien la situation? Pour ça qu'ils évitent d'en parler, ils évitent de rentrer dans le détail. Bon, comme ça, on ne peut pas leur dire « Non, là, vous avez tort, là, vous avez raconté n'importe quoi ». La meilleure manière de ne pas être pris, je dirais, en défaut de mensonge, ou en tous les cas d'inexactitude, c'est de se taire. Bien sûr. Et beaucoup de gens l'ont compris aujourd'hui. Le fait qu'ils tiennent ce type de discours, oui, je le répète, c'est quelque chose de profondément gênant politiquement. Donald Trump, pour sa part, a été élu avec un programme qui mettait en avant la paix en Ukraine. Force est de constater que cette mission n'a pas été remplie, du moins pas pour le moment. Selon vous, quelle est la raison de ce blocage ? Tout simplement que Donald Trump n'avait pas conscience de la complexité du dossier. Alors, ce qui est sûr, et on doit d'une certaine manière le mettre à son crédit, c'est que Donald Trump est tout sauf un va-t-en-guerre ou un militariste, si vous voulez. Alors, certainement pas pour des raisons morales, plus probablement parce qu'il considère que faire des affaires, faire du business, comme il dit, ça vaut mieux que de s'entretuer, et à la limite, pourquoi pas ? Si vous voulez, c'est une position que, d'un point de vue réaliste, je suis tout à fait prêt à reprendre. Bien. En tous les cas, ça va dans le bon sens. Voilà, ça va dans le bon sens, c'est incontestable. Après, il pensait, et c'est là où on voit un petit peu son inexpérience sur les questions de politique internationale. Il pensait qu'en offrant des avantages économiques à la Russie, ce qu'il a fait, et qui sont assez importants, il convaincrait la Russie d'accepter moins que ce qu'elle veut par rapport à l'Ukraine. Bon. Et là, il a fait une double erreur. Alors d'abord, il a fait une première erreur sur la partie incitative de son discours. Parce que, il faut le rappeler, avant la guerre, même par exemple avant la crise de la Covid, si on prend le moment où les statistiques de commerce extérieur étaient plus stables, bon. La part des États-Unis dans le commerce international russe, c'est 4%. Donc, oui, c'est très bien. Vous allez proposer d'augmenter de 50% ce commerce. Il va passer de 4 à 6%. C'est pas énorme. Ça ne va pas changer le cours de voilà. la Russie. Ouais. Donc, on voit très bien qu'il n'a pas réellement d'incitation. Et sur l'analyse de la situation, ce que veut le gouvernement russe, c'est très précis. C'est
1, une neutralisation de l'Ukraine. 2, un désarmement partiel de l'Ukraine. Et 3, effectivement, que l'Ukraine reconnaisse la souveraineté russe sur les 4 oblasts qui ont été annexés. Et la Crimée, évidemment. Voilà, et la Crimée, naturellement. Donc, ça, c'est une position, et c'est une position sur laquelle les Russes n'ont pas, je dirais, l'intention de céder, et ils n'ont pas d'incitation à céder actuellement. Pourquoi ? Parce que la majorité de leur commerce se développe désormais avec l'Asie. Les sanctions prises par Trump sur la question du pétrole et du gaz ont été parfaitement inefficaces. Le flot de pétrole qui est toujours traité par les raffineries indiennes, mais aussi les raffineries chinoises, on va y revenir. Reste au même niveau. Donc, alors les Russes peuvent importer des produits directement de Chine et d'Inde, indirectement d'Europe en passant par des pays tiers. Par exemple, il y a toujours le même nombre de grosses voitures allemandes à Moscou et de voitures neuves. Et quand on demande aux concessionnaires comment vous faites ? Normalement, l'Allemagne vous vend plus de voitures. Oui, d'accord, on les achète à l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan n'a pas d'industrie automobile. C'est exact. Les Ouzbeks l'achètent aux Allemands. Alors, ça a des conséquences sur le prix. C'est un intermédiaire de plus. Voilà, c'est un intermédiaire de plus. Ça rajoute à peu près 15 à 20% sur le prix. Mais un Russe qui a l'argent pour s'acheter une grosse Audi, une Audi 8, une grosse Mercedes, voire une Porsche Cayenne, il ne va pas regarder à 20%. Donc, en réalité, c'est ça. Donc, le problème de Donald Trump, c'est qu'il n'a pas réellement, je dirais, d'argument face à Vladimir Poutine. Et il y a un autre problème, mais dont on n'a pas réellement conscience ici. Le problème de Trump, c'est que d'une certaine manière, que Poutine ait ce qu'ils veulent, ou ce que veulent les Russes, ce que veut Poutine, pourquoi pas ? Je ne pense pas que pour lui, ça pose un réel problème. Par contre, ce qu'il ne veut pas, parce que ça, c'est un problème de crédibilité des États-Unis. C'est une espèce de reddition sur le terrain de l'Ukraine. Alors, c'est pour ça que ce qu'il dit à Poutine, c'est « Écoute, Vladimir, accepte un cessez-le-feu sur la ligne de combat. On met des choses en place. Nous, on se retire d'Ukraine et d'Europe, ce que les États-Unis sont en train de faire, en réalité. Ils ont prévenu l'ensemble des pays de l'OTAN qui continuaient à se retirer d'Europe. Avec un double jeu quand même, puisqu'on voit bien par exemple qu'il y a toujours des armes américaines qui viennent en Ukraine pour renforcer. Ces armes américaines ont été vendues du temps de Biden. Oui, ou alors elles sont aujourd'hui vendues aux Européens qui les fournissent à l'Ukraine. Même pas encore, c'est même pas encore le cas parce qu'il n'y a pas de production supplémentaire qui puisse être vendue. En tous les cas, on a le sentiment que Donald Trump est toujours d'accord pour que l'industrie américaine fournisse des armes à l'Ukraine. Simplement, il ne veut plus que ça soit le Congrès qui valide les paiements. Oui, et puis surtout, ce qu'il dit, c'est que l'armée américaine doit passer d'abord. Bon, c'est pour ça que cette histoire des Tomahawk, qui a été montée en épingle, n'avait aucune chance de se réaliser. Aucune. Bon, donc, ce qu'il dit, fait. Et après, tu fais ce que tu veux avec l'Ukraine, mais comme ça, nous, on ne sera plus dans l'histoire et on pourra dire... C'est pas notre problème, c'est le problème des pays européens. C'est pas notre défaite. Voilà, et c'est pas notre défaite. Et je suppose que les Russes, l'ensemble des négociateurs russes, lui ont dit Monsieur le Président, mais nous, on n'a pas confiance. Parce que les Russes ne sont pas idiots non plus. Ils voient bien que ce à quoi joue Trump, c'est une réédition de ce qui s'est passé au Vietnam entre 1973 et 1975. 1973, les accords de Paris, un accord de cessez-le-feu et de paix sur la base des positions acquises. Les Américains, à partir de cet accord, se retirent du Vietnam. Évidemment, l'accord ne tient pas. En 1975, le Nord-Vietnam reprend l'offensive et balaye l'armée du Sud-Vietnam en quelques mois. Bon. Et les Russes disent, oui, mais le problème, c'est qu'on n'est pas au Vietnam. Là, on est sur quelque chose qui est pour nous beaucoup plus important. On est sur nos frontières. Deuxièmement, vous n'êtes pas le seul enjeu. Il y a les Européens et ils peuvent faire n'importe quoi.
Bon, donc non, on n'a pas confiance. Et donc, où on a un accord sous votre égide, mais cet accord reprend les termes que nous disons depuis le début de la guerre, où on va continuer à se battre. Et le problème de Trump, c'est qu'il est coincé par une question de crédibilité générale des États-Unis, et qu'il ne peut pas dire en fait aux Russes « Bon, ok, d'accord, on passe ça par pertes et profits, bien ». C'est intéressant parce que depuis que vous m'expliquez en fait le blocage de Donald Trump, quelque part, vous n'avez pas fait état de ces luttes intestines aux États-Unis avec une partie des néoconservateurs qui demeurent proches de Donald Trump. On pense au fameux sénateur Lindsey Graham, par exemple, de tous ces gens qui agitent quand même ce besoin de guerre que les États-Unis ont toujours su alimenter. Parce que ce que je pense, c'est là, bon, alors c'est vrai que mon expérience sur le système américain est un petit peu ancienne, mais elle a été à un moment donné assez profonde. Je pense que ces milieux va-t-en-guerre sont complètement marginalisés. Même marginalisés aux États-Unis. Marginalisés aux États-Unis, même Lindsey Graham. Bon, alors, quand il agite la carte de Monsieur le Président, nous allons perdre notre crédibilité si on fait ça. Ça, effectivement, Trump peut l'entendre. Parce que la question de crédibilité, elle fait partie de son logiciel sur l'art de faire des accords. Hein? The art of the deal. Hein? Il y a une grosse partie sur la crédibilité. Et aussi cette manière de se faire plus gros qu'on ne l'est pour imposer ses conditions. Ça, il comprend tout à fait ça. Mais le problème où il est coincé, comme d'une certaine manière, Vladimir Poutine est aussi coincé, c'est que il ne peut pas céder sur la question de la crédibilité, mais il n'a pas les moyens de faire céder Poutine sur le fond. Et quant à Poutine, oui, je dirais globalement les dirigeants russes, ils sont sur des objectifs qui sont des objectifs affirmés depuis 2022. Bon. Et s'ils négocient en deçà de leurs objectifs, là, ils risquent d'être victimes de critiques de la partie ultranationaliste de l'opinion, qui n'est pas négligeable. Car il faut toujours rappeler une chose, c'est qu'en Russie, Vladimir Poutine et le gouvernement représentent plutôt des pro-occidentaux, en mettant beaucoup de guillemets entre pro-occidentaux, mais ils sont plutôt pour un accord, un modus vivendi avec l'Occident, que ce que pense la population. La population, elle, est très remontée. Et donc, là aussi, alors même si... D'accord, la Russie n'est pas une démocratie au sens français. Voilà, au sens voilà, et même, il y a beaucoup de choses à dire sur la démocratie au sens français du terme. Bon, néanmoins, le gouvernement sait qu'il ne peut pas aller frontalement contre une opinion publique. Donc là aussi, d'une certaine manière, Poutine n'a pas plus de marge de manœuvre que n'a Donald Trump. Alors, j'aimerais voir un point aussi avec vous, puisqu'on a vu il y a quelques semaines, 2 semaines je crois à peu près, Viktor Orban qui s'est proposé d'accueillir une nouvelle rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Hongrie, à Budapest. Finalement, Donald Trump a décidé de ne pas y aller, que ce n'était pas le moment opportun. On va l'écouter rapidement. Non, je ne veux pas d'une rencontre pour rien. Je ne veux pas de perte de temps. On verra ce qu'il se passera. Nous avons conclu des excellents accords. Ces excellents accords de paix. Ce sont tous des accords de paix solides, des accords solides, chacun d'entre eux. 2 pays perdent entre 5 000 et 7 000 soldats par semaine. Alors nous verrons ce qui se passe. Alors comment expliquez-vous ces revirements américains ? Pourquoi Donald Trump était partant, puis finalement d'un seul coup, non ? En fait, c'est très raisonnable. Il comprend que une réunion qui aurait lieu à Budapest n'a de sens que si elle se solde par un accord en bonne et due forme. C'est la dernière réunion. C'est la dernière réunion. Les conditions pour cet accord ne sont pas encore réunies.
du côté américain et du côté russe non plus. Donc il faut qu'on continue à négocier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réunion à Budapest. Simplement, l'idée initiale de Donald Trump qui était de dire je vais l'emporter au forceps. Allez, on va se réunir vite, dans 15 jours, bon, etc. Mais il a compris que là, ce qu'il avait à offrir à Poutine, que ce soit en menace, bon, les Tomahawks, les Russes ont dit « Ah oui, d'accord, combien ? Tu vas en donner combien ?» Et puis, on te rappelle, les Tomahawks ne peuvent pas être utilisés sans des techniciens américains. Donc, il va y avoir un problème, là. Ce sera signé Furax, en tout cas. Voilà. Et puis, par ailleurs, ce sont des armes navales. Oui, il y a un prototype qui a été tiré depuis la Terre, enfin, une installation prototype. Bon, le temps que vous la produisiez, il y aura quelques mois, encore peut-être même un peu plus. Bon, donc, ils ont très rapidement dit à Trump, tes menaces, on n'y croit pas. On n'y croit pas parce qu'elles ne sont pas possibles dans la situation actuelle. Et d'ailleurs, Trump l'a dit lui-même après. On a tiré tellement de Tomahawk, nous, Américains, que pendant 3 ans, la production sera entièrement dédiée à reconstituer nos stocks. Ce qui est aussi d'une logique parfaite. Bon. Donc, ils ont dit ça pour la partie menace et sur la partie... Sur la partie menace, il y a ces fameuses sanctions contre le pétrole russe quand même. Mais dont ils savaient parfaitement qu'elles seraient absolument inefficaces. Alors c'est pas ce que tout le monde semble dire, et même Vladimir Poutine, alors on va l'écouter tout de suite d'ailleurs, mais oui. On a aussi quand même l'impression que Vladimir Poutine a voulu signifier qu'il prenait la mesure des déclarations de Donald Trump. On regarde les deux. Eh bien, je pense qu'en termes d'honnêteté, la seule chose que je veux dire, que je peux dire, c'est que à chaque fois que je parle avec Vladimir, nous avons de bonnes conversations. Mais ensuite, elles ne vont nulle part. Elles ne mènent tout simplement nulle part. Donc, dans ce sens, écoutez, il mène une guerre. Il est dans une guerre qui oppose 2 camps très compétents, et c'est ainsi que fonctionne la guerre. On ne sait jamais avec la guerre, mais je dirais qu'il est temps. Il est temps de conclure un accord. Beaucoup de gens meurent. Aujourd'hui est une journée très importante en termes de ce que nous faisons. Ce sont des sanctions énormes. Elles sont très vastes. Elles sont contre leurs 2 grandes compagnies pétrolières. Et nous espérons qu'elles ne dureront pas trop longtemps. Nous espérons qu'un terme sera mis à la guerre. Теперь, что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. En ce qui concerne les sanctions américaines, il n'y a rien de nouveau. Certes, elles sont sérieuses pour nous, cela ne fait aucun doute, et peuvent avoir certaines conséquences, mais elles n'auront pas d'impact significatif sur notre santé économique. Il s'agit bien sûr d'une tentative de pression sur la Russie, mais aucun pays ou peuple qui se respecte ne prend jamais de décision de cette manière. Et, bien sûr, la Russie a le privilège de se sentir et de se considérer comme faisant partie de cette liste de pays et de peuples qui se respectent. Nous n'avons pas encore pris de décision. Alors je rappelle une nouvelle salve de sanctions contre le pétrole russe, particulièrement sur 2 entreprises, Lukoil et Rosneft. C'est 5% à peu près de la production de pétrole mondiale. Oui, tout à fait. C'est énorme. Ça concerne aussi les filiales qui sont détenues par la Russie à plus de 50%. L'objectif, c'est bien entendu, comme l'a rappelé Vladimir Poutine, de contraindre, j'allais dire, Moscou d'aller à la table des négociations. Et visiblement, ce n'est pas tout à fait la bonne méthode à employer. Oui, alors, il faut faire attention dans la déclaration de Poutine, quand vous écoutez bien, vous voyez qu'il dit « Oui, c'est embêtant parce que ça remet en cause l'amélioration de nos relations économiques avec les États-Unis. » Il ne dit pas « C'est embêtant directement pour nous. » Pour notre économie. Voilà. Il dit c'est quelque chose qui ne va pas dans le bon sens dans nos relations économiques réciproques avec les États-Unis. Puisqu'on essaie de me tordre le bras. Voilà. En fait, c'est ça. Mais on sait que du point de vue du commerce du pétrole, ça n'a eu aucun effet. Et il y a une manière très simple de le constater, c'était de regarder les cours du pétrole. Vous avez les cours mondiaux, enfin le Brent et le WTI, vous avez les cours des différentes catégories de pétrole, et vous avez le cours de la catégorie russe, qu'on appelle le Sokol, ce qui est une autre manière de parler de l'Ural Light Crude, bon, le ULC. Bah. Si ces sanctions avaient eu un effet, ça veut dire que la demande pour le pétrole russe aurait baissé, puisqu'il y aurait moins de gens qui l'auraient acheté, donc le prix aurait baissé. Par contre, le prix
des autres quantités de pétrole, des autres qualités de pétrole, aurait augmenté, puisque la demande globale mondiale, elle, ne bouge pas. Bien sûr. C'est pas ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est la qualité russe, comme les qualités internationales, ont monté simultanément. Et elles restent toujours absolument corrélées. Ça veut donc dire que les acheteurs n'ont pas tenu compte de ces sanctions, et pour une raison très simple. Ils n'utilisent plus le dollar. Le pétrole est acheté essentiellement en yuan ou en rouble, directement. Les navires qui transportent le pétrole ne sont plus assurés depuis longtemps par des compagnies occidentales, mais sont assurés par des compagnies chinoises, indiennes, russes. C'est ce qu'on appelle la flotte fantôme. En fait, ce qu'on appelle la flotte fantôme, c'est très simple. Un pétrolier qui peut être enregistré dans n'importe quel pays, le pays n'est même pas nécessairement sur une façade atlantique ou pacifique, hein, ce qu'on appelle un pavillon de complaisance. Il fait partie d'une compagnie et il est assuré, évidemment. Un bateau ne peut pas circuler sans être assuré, de la même manière que vous ne pouvez pas circuler avec une voiture sans avoir votre assurance. Alors, on peut, mais ça oui, pose des problèmes. Voilà. Mais simplement, la compagnie qui fait cette assurance n'est pas une compagnie occidentale. C'est une compagnie d'assurance indienne, c'est une compagnie d'assurance chinoise, c'est une compagnie d'assurance russe. C'est très exactement ça, la flotte fantôme. Donc, si vous voulez, quand on dit oui, mais ce sont des bateaux qui sont irréguliers, non. Ils sont parfaitement réguliers. Simplement, ils ne sont pas dépendants de compagnies occidentales. Et on l'a vu avec cette espèce de show un petit peu ridicule sur le pétrolier qui a été arrêté devant Saint-Nazaire. Bon. Vous voulez qu'on écoute Emmanuel Macron à ce sujet? On va résister. Oui. Allez, écoutons-le. Mais ça manifeste la présence et la réalité d'un phénomène qu'on décrit, qu'on dénonce depuis longtemps, qui fait partie des sanctions que nous prenons. C'est la lutte contre ces fameuses flottes fantômes, qui représentent des dizaines de milliards d'euros pour le budget de la Russie, qui finance, selon nos évaluations collectives, 40% de l'effort de guerre russe. Et on a entre 600 et 1000 bateaux qui circulent comme ça et qui permettent aux hydrocarbures russes de cheminer, y compris quand ils sont interdits. On remarquera bien évidemment la précision du chef de l'État, entre 600 et 1000 bateaux, c'est quasiment du simple au double. Il apparaît qu'il y a un cabinet Global Market Intelligence. Selon lui, il y aurait environ 1 millier de navires fantômes, à peu près. C'est 17% de la flotte mondiale. Oui. Et près de 50% de plus que l'an dernier. Tout à fait. Merci les sanctions. Tout à fait. Et en fait, ce sont des bateaux qui obéissent toujours aux règles internationales, mais qui, pour obéir aux règles internationales, ne font plus, usage de compagnies d'assurance internationales. Et donc, comme toutes les assurances qui sont faites par des compagnies d'assurance occidentales, essentiellement britanniques, mais pas que, il y a des compagnies aussi américaines, etc. Bien, sont enregistrées dans la compagnie d'assurance des assurances, c'est une espèce de réassureur massif, c'est la Lloyd's. Bon. Donc on voit sur un grand tableau de la Lloyd's tous les bateaux qui sont assurés et réassurés par la Lloyd's. Quand un bateau quitte le système de la Lloyd's, et donc va être assuré par une compagnie indienne, par une compagnie chinoise, etc., il sort. Et c'est là où on dit qu'il est fantôme. Mais il existe bien, non, c'est pas Halloween 365 jours par an sur le bateau. Bon, il peut être sous un pavillon de complaisance, Mali, etc. Mais je rappelle que 95% des navires de la société de navigation de la SNCM sont en fait sous pavillon de complaisance. Bon, donc on est dans les règles internationales, simplement. On n'est pas dans des compagnies occidentales. C'est ça la différence. C'est assez amusant parce que finalement, si on prend la Russie, la Chine et l'Inde, on se rend compte que ça fait quand même une bonne partie de la population qui est représentée dans ces nations. Donc il est temps, effectivement, pour l'Occident de se rendre compte qu'il y a d'autres solutions que des solutions occidentales, quoi. Oui, tout à fait. Et ça renvoie à un problème beaucoup plus vaste. C'est le fait que, visiblement, le personnel politique occidental n'a toujours pas compris ça. N'a toujours pas compris que l'Europe est globalement ce qu'on appelle l'Occident, ou ce que les Russes appellent l'Occident collectif, bien,
n'a plus aujourd'hui cette place centrale qu'il avait il y a encore 20 ans, ou il y a encore 30 ans. Ni centrale, ni encore moins hégémonique. Tout à fait. Alors, plus hégémonique, mais même plus centrale. Bien sûr. Même plus centrale. Bon, voilà, c'est le fond du problème. Et c'est pour ça que, en réalité, nous n'avons aucun moyen d'action sur cette flotte dite fantôme. Bien sûr. Si une compagnie veut faire naviguer un navire assuré en Inde ou en Chine sous un pavillon malien, n'importe quoi, avec un équipage où il y aura des Philippins, 2 Ukrainiens, 3 Russes. Bon, c'est ça en fait, les équipages qui... C'est la mondialisation heureuse. Tout à fait. Bah oui, et on ne peut rien lui dire. Bien sûr. Bien sûr. J'aimerais revenir sur un petit point. Donc, on a vu ces sanctions des États-Unis contre la Russie. Il y a quand même eu une légère conséquence, c'est que les 2 grosses entreprises qui ont été visées ont été obligées de revendre certains actifs. Pour autant, ces transactions ont eu un délai pour être faites, qui court encore d'ailleurs, c'est jusqu'au 21 novembre. Comment vous comprenez cette tolérance de Donald Trump, ce délai qui a été accordé pour ces entreprises russes? Est-ce que finalement, là aussi, ça témoigne pas d'une certaine tiédeur, j'allais dire, dans la volonté de Donald Trump de sanctionner en tant que tel la Russie? Alors c'est possible, comme... Il y a une autre raison qu'il explique très bien, c'est le fait que il faut du temps pour que ces transactions aient lieu. Et si on avait forcé, disons, on avait saisi ces sociétés, ces filiales de sociétés russes dans les pays européens, la Russie aurait dit vous faites une action illégale et à ce moment-là, on va saisir, nous, des sociétés occidentales. Donc voilà, il n'y a rien de plus normal. Donc effectivement, certaines de ces sociétés vont être revendues à des sociétés occidentales, ou généralement à des sociétés internationales. Je pense qu'il y a des sociétés indiennes et des sociétés chinoises qui se précipiteront pour les racheter. Et puis il y a un pays qui a obtenu une clause d'exemption, c'est l'Allemagne. Rosneft Germany va rester en tant que tel, parce que les Allemands disent mais il n'est plus dirigé depuis Moscou, il est dirigé depuis l'Allemagne, ce qui est vrai. En 2022, il y a eu un accord et la partie allemande a pris la direction de cette société. Bien. Mais il n'est pas question qu'on touche à Rosneft Germany. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas des choses qui ont énormément de conséquences. Le seul point sur lequel il pouvait y avoir des conséquences, c'était le prix du pétrole. Et on voit que là, le pétrole russe n'a pas du tout décroché par rapport aux prix mondiaux. Il a augmenté avec les prix mondiaux. Là, il est en train de rebaisser un petit peu. Quand je dis rebaisser, on est passé de 62,87 $ le baril à 60,94 $ le baril. De la même manière qu'on a vu le WTI et le Brent baisser symétriquement. Alors à présent, j'aimerais bien qu'on se concentre sur l'autre versant, j'allais dire, des relations internationales pour Donald Trump, c'est bien sûr la partie asiatique. On a vu toute cette semaine que Donald Trump avait parcouru plusieurs pays. Il est d'abord allé en Malaisie, à Kuala Lumpur. Il a signé un accord sur les terres rares avec l'ASEAN, donc cet ensemble de pays d'Asie du Sud-Est. Il est ensuite allé au Japon, il est ensuite allé en Corée du Sud et il a même rencontré le président chinois Xi Jinping. Alors peut-être d'abord, première parenthèse, on a coutume de dire que Donald Trump et Xi Jinping sont les plus grands adversaires sur l'échiquier planétaire. Où ils n'ont pas de problème à se rencontrer. Non, absolument pas. Et c'est normal. Excusez-moi. C'est pas la vision française et la vision européenne actuelle des relations diplomatiques. Ça fait partie des règles de la diplomatie. Il faut bien, à un moment donné, quand on a des problèmes avec un dirigeant, le rencontrer pour mettre un petit peu les problèmes à plat, puis savoir sur lesquels on peut avancer, sur lesquels on ne pourra pas avancer, il continuera d'y avoir un conflit. Bon, ça s'appelle de la diplomatie. Bon. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans ce grand voyage asiatique de Trump, il s'est quand même ramassé quelques râteaux importants. Premier râteau avec l'Indonésie. Il y a un accord sur les terres rares et le lendemain, l'Indonésie décide de faire un emprunt
un emprunt public en yuan garanti par la Banque d'État chinoise. Bon. On fait ça avec le dollar. Voilà, c'est un signal aussi envoyé à Donald Trump. Tu nous impressionnes pas plus que ça. Bon. Il va au Japon. Au Japon, d'ailleurs, où il rencontre la nouvelle première ministre du Japon. C'est d'ailleurs très rare que dans ce pays, ce soit une femme qui soit première ministre, il faut le souligner, et on ne peut que s'en réjouir. Bon, de grandes déclarations d'amitié, sauf que dans la négociation, la première ministre japonaise a dit qu'il n'était pas question que le Japon renonce à ses accords d'achat de pétrole et de gaz russe. Donc, là encore, deuxième râteau. Et puis, il y a eu effectivement la négociation qui s'est tenue à Singapour entre une délégation américaine et une délégation chinoise. Et les Chinois n'ont pas bougé parce qu'ils négocient en position de force. En fait, la négociation portait essentiellement sur les terres rares. La Chine a aujourd'hui un contrôle via non seulement la production, mais surtout le raffinage des terres rares, de 90% du marché mondial. Et ce sont plutôt les Américains qui ont dû faire des concessions, et ils se sont mis d'accord pour reprendre l'exportation de puces, de puces nanométriques. Ce sont les seules puces que ne produit pas encore la Chine. C'est des puces de l'ordre inférieur à 7 nanomètres. Bon, ils ont signé un accord pour reprendre la livraison de ces puces, en échange de quoi la Chine reprendrait des livraisons limitées de terres rares pour les entreprises américaines. Et donc, ce voyage aboutit au minimum à un match nul, et je dirais plutôt à une forme de défaite de Donald Trump, sauf si, et ça reste une chose, sauf si, politiquement, il peut organiser une rencontre avec le dirigeant de la Corée du Nord et reprendre son dialogue avec la Corée du Nord. Je ne pense pas qu'il en sortira grand-chose, mais politiquement, on verra Trump serrer la main de Kim. Bon, et il pourra toujours dire... Ce dirigeant qui peut parler à tout le monde, voilà, comme la joue un peu Erdogan, par exemple. Voilà, tout à fait. Et ça, politiquement, ça peut être effectivement important pour lui. Il y a un autre point quand même qui est important, c'est que Donald Trump a accepté de revoir les droits de douane avec la Chine. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Comme vous le savez, j'ai accepté d'imposer des droits de douane de 20% à la Chine. Et sur la base de ces déclarations d'aujourd'hui, je les ai réduits de 10% en raison de l'importation de fentanyl, ce qui représente des droits de douane élevés. Ils sont donc désormais de 10% au lieu de 20%, avec effet immédiat. Toutes les terres rares ont été réglées. Et cela vaut pour le monde entier. Je veux dire, vous savez, dans le monde entier, je pense qu'on peut vraiment dire qu'il s'agissait d'une situation mondiale et pas seulement américaine. Nous continuons donc à produire des terres rares et à acheter des terres rares et tout le reste. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, toute cette situation, cet obstacle a maintenant disparu. Il n'y a plus aucun obstacle concernant les terres rares. Espérons que cela disparaîtra de notre vocabulaire pendant un certain temps. Est-ce une pause pendant une durée d'1 an? Il s'agit d'un accord d'1 an et nous le prolongerons après 1 an comme nous le faisons habituellement. C'est un accord d'1 an qui, je pense, sera très régulièrement prolongé au fil du temps. Alors j'ai bien entendu ce que vous me disiez, à savoir que ce n'était pas une victoire pour Donald Trump, mais ce qui est certain, c'est que c'est quand même une victoire de la détente des relations entre les deux pays. Oui, tout à fait. Et on voit bien que Donald Trump a voulu faire monter les enchères sur cette question-là, s'est heurté à un mur du côté chinois. Ce mur a eu une influence sur l'action des autres pays qui n'ont pas plus accepté de céder à des pressions de Trump. Et donc, Trump a reculé et on est revenu en réalité à la situation qui était en train de se négocier depuis plusieurs mois. Bon,
de ce point de vue-là, c'est un espèce de rappel aux réalités pour Donald Trump. Même chose avec l'Inde. Il a dit « je vais monter énormément les droits de douane contre l'Inde si elle continue d'acheter du pétrole russe ». Les Indiens ont dit « on va continuer ». 2, Modi a pris son avion et il est allé rencontrer Xi. Quand même important. Oui, d'autant que les relations n'étaient pas forcément très cordiales à ce moment-là. Bon, donc il y a une amélioration des relations. Et Trump, là aussi, l'a noté, parce que c'est un petit peu facile de prendre ce discours qui consiste à dire, bon, Trump est un espèce de goujat qui avance comme un éléphant dans un magasin de porcelaine sur les questions internationales. Bon, qu'il ne connaisse pas un certain nombre de choses en termes de relations internationales, c'est une évidence. Mais il connaît quand même suffisamment de choses, en particulier dans le domaine économique, pour comprendre quels sont les rapports de force. Et pour comprendre que les rapports de force ne sont pas à l'avantage des États-Unis sur ce point. Alors, qu'il se donne comme objectif d'inverser cette situation, d'accord, et tout dirigeant américain aurait cet objectif, et il faut le dire, c'est pas une spécificité de Trump. Bon. Mais pour l'instant, il ne l'a pas. Et donc, comme c'est un réaliste et un pragmatique, eh bien, il en prend acte et il négocie dans ces conditions. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'assister en fait à l'acceptation de la fin de l'hégémonie américaine par Donald Trump, qui finalement essaie d'en prendre son parti en réalité, en créant des partenariats un peu à droite à gauche sur la base des relations clairement de force, mais qui finalement, de cette hégémonie de l'oncle Sam, qui n'en fait plus une fin en soi, quoi. Oui, très probablement. Très probablement, et je dirais que après avoir essayé de faire bouger les choses par, disons, des grands coups de gueule. Bon, c'est sa tactique habituelle. Hein. Bon, voyant que ça marche pas, bon, ok, ça marche pas. Donc on va négocier maintenant dans d'autres conditions. Et ça fait penser à une chose. C'est que, au début de son mandat, quand il a pris son mandat, rappelez-vous, il a fait 2 déclarations que tout le monde a trouvées... Du deuxième mandat ou du premier ? Non, du deuxième mandat. 2 déclarations que tout le monde a trouvées scandaleuses. 1, ça serait bien si on annexait le Groenland. 2, ça serait pas mal si le Canada devenait un nouvel État des États-Unis. Bien. Mais si on réfléchit bien, qu'est-ce que ça dessine ? Ça dessine en fait une sphère nord-américaine dont le point sud serait au pire le canal de Panama, au mieux le nord de l'Amérique du Sud, autrement dit le Venezuela, la Colombie, etc. Alors, là, il y a encore une ambiguïté, et c'est pour ça qu'il a déployé une grosse partie de la marine pour faire pression sur le Venezuela. Bon, et que cette zone américaine, eh bien, les États-Unis allaient se replier dessus. Et ça, c'est... Avec une continuité territoriale au détriment d'un déploiement international. Plus ou moins. Et donc ça, c'est un point extrêmement important. Donc, on peut penser qu'il est aujourd'hui entre les deux, entre se dire, bon, je vais reculer sur la puissance mondiale des États-Unis, mais en bon ordre, en maintenant malgré tout des points d'appui importants, et qu'il a derrière une position de repli qui dit si ça ne peut pas fonctionner, eh bien, au pire, on se replie sur l'hémisphère nord-américain, mais au sens large du terme, donc incluant le Canada, le Groenland, etc. Bon, et là, on aura un petit peu notre bastion. Ça serait une forme de doctrine Monroe 2.0. Donc, il y a ça qui est présent dans l'esprit de Donald Trump. Alors, je ne pense pas qu'il ait complètement choisi, mais il faut savoir qu'il a ça dans la tête. Hein. C'est important. Et même chose, la volonté d'aboutir à un accord au Moyen-Orient. Alors... cet accord est très imparfait. Le Hamas ne veut pas l'appliquer. Israël, en réalité, non plus. Bon. Mais on voit bien qu'il y a de plus en plus de pays qui poussent
à cet accord. D'ailleurs, point important, la Russie a donné son aval. Bien sûr. Elle a dit, oui, c'est un bon accord. Si ça pouvait se mettre en place, bon après... Ça serait d'autant plus un bon accord s'il pouvait être respecté. Voilà. On a l'Indonésie, immense pays musulman. C'est le premier pays musulman de la planète. Ce ne sont plus les pays arabes, aujourd'hui, le cœur du monde musulman. Et qui dit, oui, mais nous, on est prêts à participer. On est même prêts à déployer 20 000 hommes en termes de force de maintien de la paix. C'est-à-dire en casque bleu. Bien sûr. C'est considérable. D'habitude, les contingents vont de 500 à 2000, pas plus. Hein. Bon. Donc, il y a quand même une pression de toute une série de pays. Mais on voit bien que si on aboutit à cette stabilisation, ce qui serait, je dois le dire, quelque chose d'inespéré, si on aboutit à ce type de stabilisation, elle ne se fera pas aux conditions des États-Unis, mais elle se fera sur la base d'un compromis entre les États-Unis, des pays arabes comme l'Arabie saoudite, les pays du Golfe, des pays qui ne sont pas arabes, mais qui sont intéressés par ce qui se passe dans cette région, comme l'Indonésie, et derrière ces pays-là, évidemment, en arrière-plan, toujours la Russie, qui est toujours présente. Le point important, les avions russes ont repris leur vol depuis leurs aérodromes en Syrie. À la demande du gouvernement syrien, qui estime que la présence russe est aujourd'hui un avantage stratégique important pour la Syrie pour défendre son unité territoriale. Pour cause. Face à la Turquie et face à Israël. Donc là aussi, on voit, il y a des redéploiements qui sont intéressants, et ça veut dire que les États-Unis, bien sûr, pèsent de manière importante au Moyen-Orient, il faut le dire comme tel, mais ne sont pas les maîtres du jeu, très loin de là. Et toute dernière question, Jacques Sapir, dans cette réorganisation et ce rapprochement des États-Unis avec le monde asiatique, au moins dans la reprise de diplomatie à peu près normalisée, j'allais dire, est-ce qu'on peut y voir une tentative à la Kissinger de 71 de se rapprocher plus ou moins ouvertement de l'Asie au détriment de la Russie? Puisqu'on a beaucoup parlé de cette question. Est-ce que si on imagine là encore une détente sino-américaine, de voir la Chine se décoller de la Russie? Alors, la probabilité que cela arrive est nulle, pour l'instant. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 30 ans, mais pour l'instant, elle est absolument nulle. Et d'une certaine manière, ça serait même contre-productif pour les États-Unis, car toutes les tentatives pour chercher par la force à établir un coin entre la Russie et la Chine, la Russie et l'Inde, se heurtent en fait à des réactions encore plus fortes de ces pays. Le seul qui fonctionne, c'est quand on veut séparer la Russie de l'Europe. Absolument, mais ça d'une certaine manière parce que l'Europe elle-même a voulu se séparer et que la Russie, d'une certaine manière, tire un trait sur sa relation particulière avec l'Europe. Alors là, il y a des choses qui sont en train de bouger de manière tout à fait fondamentale. Je rappellerai simplement une chose. Henry Kissinger a été élu à l'Académie des sciences de Russie la même année que moi. Et nous nous sommes retrouvés 2 ans après, en 2018, pour une réunion où nous avons reçu notre diplôme de membre, etc. Et j'ai eu l'occasion de parler avec lui, donc on était en 2018, il y a 7 ans de cela. Et il m'avait dit, entre autres, que toute tentative d'un gouvernement américain pour chercher à casser l'alliance russo-chinoise serait actuellement contre-productive. Ce qu'il disait, c'est oui, en théorie, ça serait bon pour nous de séparer la Russie de l'Inde, mais compte tenu du point où en sont arrivées les relations entre la Russie et la Chine, enfin la Russie et la Chine, pardon, mais compte tenu du point où sont arrivées la Russie et la Chine, ça serait contre-productif de chercher par la force à briser cette alliance. Dernier point, et un point dont on n'a absolument pas parlé en France, l'accord aéronautique entre l'Inde et la Russie. L'Inde va produire sous licence 2 avions de transport russes, un équivalent de l'Airbus 320 Neo,
et le fameux Superjet, qui ont été entièrement re-russifiés au niveau de leurs équipements. Alors, l'Inde avait déjà des accords de production sous licence pour des avions militaires avec la Russie. Cet accord-là, qui porte sur de l'aviation civile, ça a une importance considérable. Ne serait-ce que parce que ça va permettre à la Russie d'exporter des avions via l'Inde dans des pays qui ne veulent pas se mettre mal avec les pays occidentaux, qui disent non, on n'achète pas des avions russes, on achète des avions russes produits en Inde. Nuance. Tout le monde saura apprécier la nuance, évidemment. Je vous remercie infiniment, Jacques Sapir, d'être venu jusqu'au plateau du Samedi Politique. Je rappelle votre ouvrage « La fin de l'ordre occidental », peut-être cette fin de l'hégémonie qui donne lieu à l'avancée nouvelle vers l'ère des compromis. Tout à fait, et qui malheureusement se fait aussi de manière un petit peu chaotique, mais c'était aussi à prévoir. C'est le corollaire, c'est le prix à payer, comme on dit. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. J'espère que vous l'avez déjà commenté juste en dessous, que bien sûr vous avez déjà cliqué sur le pouce à l'air. Vous le savez, c'est très important. Sans cela, il ne peut pas y avoir de succès du Samedi Politique. Alors, je compte sur vous. Et puis, je vous donne évidemment rendez-vous pour un nouveau numéro la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. À bientôt.